Voilà, la logistique urbaine, sujet de plus en plus stratégique pour les métropoles. Et j'accueille Yann de Feraudy, le président de France Supply Chain. Bonjour Yann. Dans les respect des gestes barrières, toujours, voilà. Ouais, oh, ça va. Dans ce type d'événement, bien sûr. Yann de Feraudy, alors double casquette, enfin il vient surtout avec la seconde que je vais vous indiquer dans un instant. C'est le directeur général adjoint du groupe Yves Rocher, dont il est en charge notamment de l'IT, il est en charge des opérations, et puis il vient en tant que président de France Supply Chain. Alors, France Supply Chain, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation de référence dans le secteur qui regroupe plus de 450 entreprises pour promouvoir la supply chain. Parmi ces entreprises, il y a LVMH, il y a Renault, il y a Michelin. La supply chain, c'est cette activité qui fédère quelque part de nombreux métiers sur l'ensemble des maillons d'une chaîne. Alors, on a du transport, on a de la distribution, du dédouanement, de la gestion des stocks, du sourcing, du contrôle qualité. C'est un peu le système nerveux de l'entreprise, la supply chain, bien entendu. Comment vous faites un chemin désormais dans les villes ? C'est une vraie question. Enfin, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Il y a d'abord chacun de nous, des individus, on se fraye un chemin. C'est quelquefois très difficile. Pour venir ce matin, ça a été très compliqué, par exemple. Mais il y a aussi les livreurs, il y a aussi tout le cycle urbain en fait en ville de l'activité économique. Alors on parle beaucoup des livraisons e-commerce et autres, et qui font beaucoup effectivement parler d'elles, qui représentent quelque chose comme 20% du trafic, mais aussi 30% des externalités négatives en termes de pollution. Mais il y a aussi la livraison des restaurants, des petits supermarchés, etc. Donc il y a énormément de choses. Alors comment se frayer un passage? Alors il faut faire feu de tout bois. Il faut vraiment faire feu de tout bois. On voit bien dans la rue, on voit bien la circulation, il y a des véhicules traditionnels. Ce qu'on ne remarque pas, c'est que, par exemple, la Poste a le premier parc automobile électrique avec 47 000 véhicules. Premier en Europe ou au monde. Au monde. Bien sûr, et on ne les remarque pas, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les trains qui arrivent à l'heure. On n'en parle pas beaucoup. Et puis, on commence à avoir beaucoup de vélos. Moi j'ai tendance à, hélas, les appeler non pas la chair à canon, mais la chair à bitume. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'ils sont prêts à tout pour livrer, pour aller. On a vu là pendant les intempéries à New York une vidéo qui a beaucoup tourné, qui a fait un peu parler d'elle, d'un livreur qui apportait au péril de sa vie, dans le flux et avec de l'eau jusqu'à la taille, en essayant d'apporter un repas à des gens qui se faisaient livrer tranquillement chez eux. Donc on voit ce flux-là, et je pense que il va y avoir des réponses, et il commence à y avoir des réponses aujourd'hui pour se frayer un chemin qui ne sont pas celles d'hier. C'est-à-dire que on voit donc cette typologie de véhicules, des véhicules plus propres. On voit apparaître, il y a des villes dans le monde, comme Oslo, qui ont décidé la mise en place de ce qu'ils appellent des city hubs, donc qui vont venir massifier des flux de marchandises qui viennent dans les villes, dans la ville d'Oslo, et puis ensuite les redistribuer avec des transports doux, des transports plus propres. On parlait là de ZFE tout à l'heure, et effectivement, ce sera demain le moyen le plus, peut-être le seul autorisé d'ailleurs, pour arriver à faire des livraisons en ville. Donc là, ils ont défini des véhicules, ce sont des cyclo-cargos qui peuvent transporter 300 kilos de marchandises pendant 8 heures, donc avec pas mal d'autonomie, et qui sont 40% plus efficaces d'un point de vue rejet On voit le jour au bout du tunnel, quelque part, tout n'est pas bloqué. C'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, par France Supply Chain, c'est-à-dire qu'on a défini, on a publié là un manifeste pour une supply chain durable. Cette supply chain durable dont on veut que elle soit capable de changer le monde. Alors vous disiez tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Moi, j'aime à dire que ces activités, donc depuis le sourcing jusqu'à la livraison d'un client, c'est environ 60-80% de la structure de coût d'une entreprise. Donc si ça change pas, il y aura pas grand-chose qui va changer en réalité. Et donc il faut s'adapter, et on a recensé les défis dans ce document, notre vision pour 2030, ainsi que
et j'en parlais à l'instant, hein, des exemples inspirants, des choses qui se font, qui font pas forcément beaucoup de bruit, aussi bien que... Donnez-nous des exemples justement sur ce que vous faites, justement, parce que vous travaillez beaucoup à l'intérieur de France Supply Chain avec des labs. Vous avez un lab développement durable très actif, très innovant. Racontez-nous justement comment est-ce qu'on va livrer à terme. Alors, comment on va le livrer à terme? Alors, on a ce lab donc, qui s'appelle Supply Chain for Good, la supply chain des biens pour le bien. C'est un lab qui nous a été quelque part apporté par Michelin, qui a créé, il y a maintenant 5 ans, le sommet des mobilités durables, qui s'appelle Moving On, et qui est maintenant géré par une dizaine d'entreprises. Hein. C'est même plus Michelin qui le pilote, c'est 10 entreprises phares. Il y a CMA CGM, il y a Michelin, bien entendu, il y a aussi Renault, il y a Accenture, enfin, il y a j'en oublie forcément, hein, il y a Vinci, enfin bon, il y a énormément de monde qui, en fait, pilote ça et à l'intérieur donc du sommet Moving On, il y a une communauté qui s'est appelée Supply Chain for Good, et Michelin est venu nous voir en disant, écoutez, on pense que ça serait intéressant que ça devienne votre lab développement durable. Et ils ont apporté cette communauté. Le lab, il est piloté à la fois par Michelin et par Renault. Et donc on a été auditionné par le Sénat dans la commission développement durable et aménagement des territoires. Donc on est en plein là-dedans. Hein, et on a répondu. On a dû répondre par écrit, etc. Alors on n'est que bénévole. Hein, c'est la distraction à la fois du week-end et du soir pour nous. Et donc on a décidé de formaliser au-delà des réponses, finalement, pour se donner du cœur à l'ouvrage. Voilà les exemples. Alors les exemples, il y a la ville d'Oslo, mais il y a aussi des gens qui commencent à investir la ville pour redynamiser, reprendre des friches, et il y a des opportunités qui sont proposées par les villes pour en faire justement des petits hubs qui vont venir mutualiser les flux. Parce que ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de diversité de flux. Et donc, comme on a de plus en plus de marchandises qui arrivent, à un moment donné, il va y avoir une vraie congestion. Et cette vraie congestion, pour l'éviter, sachant que, voilà, en moyenne, il y a 25% de véhicules qui roulent à vide. Alors, c'est très polémique de modifier, de parler ainsi. Parce que, évidemment, tout le monde dit « Mais non, mais moi, mon véhicule, il était plein quand il était au départ, etc. » C'est vrai. Sauf qu'il ne collecte pas au retour, donc à la fin, il revient bien à vide. Donc, on voit bien qu'il y a, en économie, on appelle ça du slack. Hein. Il y a de quoi optimiser, il y a à peu près 25%. Donc, comment on fait? Et comment on fait? Il y a des prestataires logistiques qui commencent à réinvestir ces friches industrielles, proposer à des acteurs de mutualiser leurs flux et d'avoir des flux qui vont être vraiment des flux d'économie circulaire à terme, c'est-à-dire qu'on va livrer et puis on va ramasser des choses, on va ramasser des déchets, on va ramasser des emballages, on va faire tout un tas de choses comme ça. Et alors ça c'est intéressant aussi parce que là c'est, j'allais dire, pour mutualiser, donc pour faire d'autres choses, multiplier quelque part les points de livraison. C'est la même chose pour le e-commerce. Le consommateur, on est tous consommateurs, on veut être livré le plus vite possible et le plus proche de chez soi, au travail ou prochainement à la sortie d'une station de métro, etc. Comment ça va s'organiser dans les villes justement pour répondre à cette exigence du consommateur? Parce qu'après tout, le consommateur, le client, c'est lui qui a raison, nécessairement. Yann de Feraudy. Alors, il y a différents... Là aussi, il y a une panoplie de réponses. Moi, ce que je prétends, c'est que les réponses d'hier ne seront pas les réponses de demain. C'est assez clair. Et que même cette mutualisation de flux avec des entrepôts, des micros-entrepôts, vont être une partie de la réponse. Hein. Voilà, tout à l'heure, on disait, il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas une solution qui va s'imposer. Je pense qu'il va y avoir des panoplies de solutions parce que justement, le client, le consommateur, lui-même va avoir des besoins qui vont être différents. Et c'est vrai que Internet, ce que ça a changé, l'e-commerce a changé profondément la donne commerciale, au sens où, avant, on allait finalement... dans un magasin chercher des produits, on allait même plus récemment plutôt dans des malls, dans des hypermarchés, dans des centres commerciaux. Aujourd'hui, en fait, parce qu'on était un individu qui allait chercher un produit à un endroit donné. Là, aujourd'hui, c'est N individus qui peuvent commander tout et n'importe quoi, n'importe quand, pour se faire livrer n'importe où. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué en effet, parce qu'on voit bien tout de suite qu'on a un foisonnement. Alors,
qu'est-ce qu'on voit émerger? On voit émerger, bien sûr, de la livraison à domicile. Bon, avec toute la problématique que ça suppose, parce que environ 30% des livraisons à domicile sont un échec. Donc il faut recommencer, Revenir. repasser, Donc ça repollue. ou le livrer, ou le déposer dans un point relais, j'en passais des meilleurs. Donc ça c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est d'aller livrer les gens au bureau. Le troisième, qu'on commence à voir beaucoup maintenant, c'est aussi pour diversifier l'accès et l'expérience du client, c'est d'aller proposer des livraisons dans un magasin. Donc en fait, je vous prépare votre commande et vous allez venir chercher votre produit dans un magasin où il va vous être expédié depuis un magasin. C'est-à-dire qu'on va court-circuiter un circuit logistique habituel qui est je pars d'une usine, je vais dans un entrepôt et je livre un client ou je relivre après un autre, un supermarché ou autre. On va dire, en fait, le magasin peut être un micro-site logistique. Et donc, on va faire, donc, en anglais dans le texte, du ship from store. Et on va dire, voilà, je vous envoie votre produit depuis le magasin. Alors, je passe sur la caricature de ça qui commence à arriver maintenant, qui sont ce qu'on appelle les dark stores. Et les dark stores qui sont, en fait, une émanation, finalement, de la grande distribution qui propose de vous livrer en 15 minutes, finalement, le panier de la ménagère, on va dire. Et ça suppose que, compte tenu du temps, finalement, de préparation, ils soient dans un rayon de 7 minutes de leur consommateur. Bon. Avec, je trouve, un certain nombre d'externalités négatives qui sont vraiment pas à négliger. Vous pensez à quoi? Alors, je pense aux essaims de vélomoteurs que l'on voit dans certains quartiers qui attendent la livraison, etc. Je pense, en fait, à l'archétype de la rémunération de ces gens-là. Voilà, qui est, à mon avis, justement, un souci. Et je pense que, vous voyez, le client veut tout, a priori. Sans penser à tout ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, alors les pouvoirs publics, on les avait pas là, hein, mais il va falloir qu'ils se positionnent. C'est-à-dire que dans un immeuble parisien, je me fais livrer, voilà, moi je suis un grand consommateur sur Internet, je reçois éventuellement plusieurs livraisons dans la semaine. Mais dans un immeuble parisien, il peut y avoir plusieurs bipèdes dans mon genre. Et donc, à la fin, on a N livraisons. Il n'y a aucune mutualisation. Il n'y a rien du tout. Alors, est-ce qu'il faudra dire, non, vous allez... maintenant, ce quartier-là, il sera livré, je sais pas, le mardi. Enfin, là, c'est... non, mais je comprends. On est dans des trucs très autocratiques. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai été très frappé, c'était au sommet Moving On de Montréal, en 2019. Il y avait la responsable du transport urbain de la ville de San Francisco. Donc c'est pas une petite ville. Et cette dame disait, voilà, dans la ville de San Francisco, à horizon 2025-2030, il faudra choisir entre le chicken burrito et la livraison du médicament qui sauve. Et donc, vous voyez, même dans une ville de cette taille, avec des avenues qui sont sensiblement plus larges que celles qu'on trouve à Paris, etc., eh bien, on constate qu'à terme, il n'y aura pas la capacité de faire tout passer. Et donc, il faudra organiser les choses. Alors, soit de la mutualisation, soit des consignes comme on en voit, pour aller récupérer son colis et sa commande à un endroit donné, etc. D'où l'intérêt de modéliser quelque part les flux, de se doter d'un outil. Vous avez notamment un lab qui s'appelle Evolu, qui s'appelle Engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente. C'est quoi l'idée? C'est d'organiser de manière très efficace la logistique dans la ville. Alors il y a des intérêts des pouvoirs publics, parce que nous avons répondu en fait avec Evolu, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région Île-de-France. On a obtenu en fait un budget d'un peu plus de 500 000 € pour justement répondre et modéliser et créer un démonstrateur. Alors ce démonstrateur, on ne l'a pas fait tout seul, parce que c'est assez lourd. Donc on a l'Institut du commerce, on a le club Déméter, et puis on a aussi les mines de Paris qui pour réfléchir à ça, et puis deux acteurs, Sprint Project qui est un incubateur en fait de start-up, et puis la société PTV qui vend du logiciel d'optimisation de tournée de livraison. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que on va modéliser pour le Grand Paris Sud
donc un certain nombre de municipalités, sur la base de flux réellement exécutés, donc historisés, anonymisés, parce que voilà, on a fait appel à un avocat pour nous aider aussi à essayer de pouvoir collecter les données dans de bonnes conditions, et de simuler ce qu'aurait pu donner une optimisation, une mutualisation, tant en taille de véhicule, parce qu'on a pu démontrer ainsi que, par exemple, bon, ça c'est le club d'émetteurs qui a démontré que voilà, c'était pas la multitude des petites fourgonnettes qui allait résoudre le problème. Au contraire, il fallait plutôt s'orienter vers des fourgonnettes de moyenne taille, des petits camions de 19 tonnes. Et sur la ville de Strasbourg, ils ont fait des essais, ils ont démontré que voilà, c'était mieux, plus efficace et moins nuisible. Donc voilà, on voit aussi que pareil, ils ont démontré de la même manière que c'était pas la peine de faire tout en vélo cargo, parce qu'il allait falloir bientôt faire l'équivalent de 3 autoroutes pour traverser Paris, etc., avec ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a une multiplicité des solutions, mais il y a aussi le fait que si on ne mutualise pas, il y a un moment donné, ça marchera pas. Et il faut être capable, avec Evolus, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire démontrer que si on mutualise plus, qu'est-ce qu'on va gagner et comment on va le simuler avec donc beaucoup d'intelligence. Donc il faut d'abord récupérer des données, 1, 2, modéliser les choses de façon un peu mathématique afin de démontrer ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, passionnant. Voilà, donc vous nous avez fait rêver quelque part. En tout cas, vous nous avez projeté sur ce que pourrait être la livraison donc de demain. Mesdames, Messieurs, c'était Yann de Feraudy, président de France Supply Chain. Qu'on remercie. Merci Fabrice. Bonne journée à vous, Yann de Feraudy.